Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept financier qui, on va pas se mentir, semble souvent hyper intimidant. L'idée reçue qu'il faudrait absolument un salaire de PDG, un héritage miraculeux ou un diplôme ultra complexe en ingénierie financière pour accumuler de la richesse, eh bien c'est totalement faux. En réalité, même sans absolument aucune connaissance financière préalable, bâtir un patrimoine impressionnant, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit simplement d'apprendre à repérer quelques signaux mathématiques silencieux qui prouvent que le succès est déjà en route. On a souvent cette boule au ventre quand on parle d'argent, pas vrai? Et si la richesse n'était pas une ligne d'arrivée, mais simplement un cap mathématique? Le point de départ ici, c'est vraiment de changer de perspective pour faire retomber cette fameuse anxiété financière. L'industrie a très souvent intérêt à nous faire croire qu'on est tragiquement en retard, histoire de créer un besoin urgent et nous vendre des services hors de prix. Mais, et si ce sentiment d'urgence n'était qu'une immense illusion? Et si cet objectif vertigineux du million de dollars n'était pas une ligne d'arrivée stressante, inatteignable, mais juste une direction mathématique sur laquelle il est hyper facile de s'aligner? Alors, plongeons dans le vif du sujet avec une image toute simple. La citation dit « Un navire reliant New York à Londres qui dévie de 2 degrés finit en Norvège. Il n'a pas besoin d'un nouveau navire, il a besoin d'une correction de 2 degrés. » C'est une métaphore nautique qui résume parfaitement le problème. Imaginons ce paquebot géant qui quitte New York. S'il dévie de sa trajectoire de seulement 2 minuscules degrés, avec le temps et la distance, il ne va pas juste arriver un peu à côté, il va carrément atterrir sur un continent différent en Norvège. Dans notre vie de tous les jours, un écart de 2 degrés, c'est rien du tout. C'est juste quelques dizaines d'euros gérés différemment à la fin du mois. La super nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de couler le navire pour en construire un neuf. Il suffit de minuscules corrections de cap pour remettre sa trajectoire financière parfaitement sur les rails. Ce qui nous amène logiquement au premier point. Signe 1, le moteur tourne déjà. Prenons un exemple mathématique hyper concret pour illustrer ça. On va voir comment l'argent, déjà mis de côté, fait en réalité un travail titanesque en arrière-plan, sans réclamer le moindre effort physique. Disons qu'on part d'un solde de départ classique de 40 000 $, auquel on ajoute mécaniquement 500 $ par mois. On place cet argent dans ce qu'on appelle un fonds indiciel. Pour faire très simple, au lieu d'essayer de trouver désespérément la pomme parfaite dans un verger gigantesque, un fonds indiciel, ça permet d'acheter tout le verger d'un coup. C'est un panier automatique qui regroupe passivement les plus grandes entreprises. Eh bien, en se basant sur des moyennes historiques sur plus d'un siècle, donc pas de la voyance, ce capital atteint plus de 1,8 million de $ à 65 ans. Les chiffres font tout le travail, c'est littéralement l'effet boule de neige. Mais alors, pourquoi a-t-on tant de mal à y croire? 33%. Le problème, c'est que notre cerveau est biologiquement programmé pour penser de manière linéaire, pas exponentielle. C'est presque un piège de la nature. Lors d'une grande étude, on a demandé à des investisseurs éduqués de deviner la croissance finale d'un capital sur 30 ans. Leur estimation médiane, seulement un tiers de l'incroyable réalité mathématique. Pourquoi une telle erreur? Parce que cette courbe de croissance ressemble à un bâton de hockey. Pendant super longtemps, ça a l'air plat, ennuyeux, limite décevant, et d'un coup, bam, l'accélération devient fulgurante parce que les intérêts génèrent de nouveaux intérêts. Si au début ça semble désespérément lent, pas d'inquiétude, c'est le comportement parfaitement normal des mathématiques. Et il n'y a pas de meilleure preuve que l'histoire absolument fascinante de Ronald Read. Voici un homme qui était concierge et pompiste toute sa vie. Il n'a jamais eu de gros salaire, il vivait très modestement. Et pourtant, à son décès, stupeur générale pour ses proches. Il laisse un héritage de 8 millions de $. Son secret? Zéro coup de génie, zéro délit d'initié. Juste une patience monumentale. Il a laissé sa boule de neige grossir sans jamais l'interrompre, même pendant les pires crises économiques. Son histoire prouve de façon incontestable qu'un comportement stable et complètement ennuyeux gagne à plat de couture contre un gros salaire associé à des décisions hâtives. Allez, on enchaîne. Signe 2, le pouvoir du taux d'épargne. Et c'est exactement ce qu'on observe ici. C'est le vrai moteur de la richesse, bien avant la taille globale du salaire. Quand on observe ces deux profils, le profil A épargne 10% de ses 80 000 $ et finit avec 1,4 million. Le profil B épargne 20% de ce même salaire et termine avec 2,8 millions. À salaire parfaitement égal, le simple fait de conserver 20% au lieu de 10%, ça ne donne pas juste un petit bonus sympa, ça double littéralement le résultat final. L'idée tenant qu'il faut absolument décrocher une énorme promotion pour s'enrichir est un mythe total. La vraie variable magique, c'est le pourcentage strict qu'on arrive à garder sur son compte. Mais pourquoi c'est si compliqué dans la vraie vie? À cause d'un phénomène redoutable qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est le piège psychologique par excellence où nos dépenses augmentent automatiquement pour s'aligner sur nos nouveaux revenus. C'est pour ça que tant de gens qui gagnent extrêmement bien leur vie se sentent chroniquement fauchés. On a une augmentation et hop, on va un peu plus au resto, on prend la voiture au-dessus. Et ce qui était un luxe exceptionnel il y a 6 mois devient soudain une banalité absolue. En fait, réussir à maintenir son coût de la vie bien stable pendant que ses revenus augmentent, c'est l'un des super pouvoirs financiers les plus puissants qui soient. Continuons notre progression. Signe 3, l'avantage de rester calme. Dans le monde financier, on utilise très souvent un jargon hyper alambiqué pour nous donner l'impression qu'il faut agir sans arrêt. Mais regardons ce chiffre, 4,1%.
Ça, c'est une véritable tragédie silencieuse. Ça représente l'écart annuel colossal entre la croissance historique de la bourse et ce que les gens normaux gagnent concrètement. Pourquoi un tel gouffre? Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est purement émotionnel. Sous l'effet de la panique, souvent générée par les infos à la télé, énormément de gens vendent tout au pire moment possible. Et cet instinct de fuite transforme une simple baisse temporaire en une destruction de capital permanente. Et pourtant, des chutes, il y en a eu. 2008, moins 57%. 2020, moins 34% en à peine 33 jours. 2022, moins 18% avec une inflation étouffante. Historiquement, ces baisses vertigineuses sont non seulement normales, mais totalement inévitables. Sur le moment, les gros titres annoncent presque la fin du monde. Ne rien vendre pendant ces périodes d'effroi, c'est un véritable exploit. Mais survivre à ces chutes sans cliquer sur le bouton vendre, ça construit en arrière-plan un actif inestimable, la résilience émotionnelle. Chaque crise traversée nous forge un esprit capable d'ignorer la peur pour les 10 années suivantes. L'histoire de Carole la traiteuse est géniale pour illustrer ce principe, et c'est même plutôt drôle. En 2008, en voyant son épargne s'effondrer dramatiquement, au lieu de se connecter nerveusement et de tout liquider, elle a opté pour la négligence bénigne. Elle a pris son téléphone et elle a carrément supprimé son application d'investissement. Comme ça, elle s'est interdit de regarder ce solde terrifiant tous les matins. En utilisant la paresse absolue et l'ignorance volontaire comme stratégie, elle s'est empêchée d'agir sous le coup de la peur et s'est assurée de franchir un jour la barre magique du million. Et ce concept de refroidissement, on peut même se l'imposer de manière très stricte au quotidien. C'est la fameuse règle des 48 heures étudiée par le prix Nobel Richard Thaler. L'idée est simple, s'imposer une attente non négociable de 2 jours avant toute décision de vente qui semble urgente. Sur le plan purement physiologique, ça laisse le temps à l'adrénaline et au cortisol de redescendre complètement. Une fois cette violente panique chimique dissipée, la partie rationnelle et logique de notre cerveau reprend les commandes. C'est un bouclier mathématique absolu contre nos propres instincts de survie. On en arrive au dernier pilier. Signe 4, garder les choses simples. Ce qui est vraiment saisissant quand on observe ces données, c'est l'impact dévastateur de ce qui ressemble à un tout petit détail. On se dit souvent qu'un modeste frais de gestion de 1%, facturé discrètement chaque année par des experts censés battre le marché, c'est une commission négligeable. Eh bien, c'est un piège redoutable. Sur 30 ans, pour un investissement de 200 000 $, ce minuscule petit pourcent draine activement 170 000 $ en potentiel de croissance perdu. C'est littéralement l'équivalent monétaire d'une maison entière qui s'évapore silencieusement. Vouloir payer très cher pour obtenir des conseils prétendument sophistiqués, c'est presque toujours un désastre mathématique. La comparaison entre ces deux approches diamétralement opposées contredit tellement le bon sens populaire que c'en est presque comique. D'un côté, on a l'optimiseur anxieux, toujours les yeux rivés sur les actus, à transpirer sur des tableurs complexes, à changer de stratégie à la moindre rumeur, et qui finit par sous-performer. De l'autre, on a Sandra. Elle, c'est l'investisseuse paresseuse sur indice. Elle ignore toutes les nouvelles, elle choisit une stratégie mécanique et elle passe tout son temps libre à promener son chien. De façon implacable, l'approche profondément ennuyeuse et passive de Sandra écrase littéralement l'optimisation stressante. En matière de richesse, la simplicité extrême gagne à tous les coups. Section suivante, ajuster le cap aujourd'hui. Après avoir vu tout ça, il faut confronter les mythes anxiogènes à la réalité mathématique brute. Prenons le cas de Marcus. Il a consulté un de ses calculateurs en ligne ultra pessimiste, rempli de paramètres hyper conservateurs, qui lui annonçait très froidement une retraite impossible avant 73 ans, la déprime absolue. Mais en refusant cette fatalité, et en utilisant les véritables moyennes historiques couplées à son vrai taux d'épargne, tout a changé. Les maths pures lui ont rendu sur le champ plus d'une décennie entière de sa vie, fixant sa liberté à 61 ans. C'est monumental, et ça redonne un espoir immense. Alors, voici 3 étapes remarquablement simples, sans aucun jargon, pour faire cette petite correction de 2 degrés dès maintenant. 1. On calcule sa vraie trajectoire financière en utilisant des moyennes historiques fiables, pas la météo catastrophiste des infos. 2. On examine attentivement ses finances pour s'assurer que notre taux d'épargne dépasse bien la barre des 15%. Et 3. On audite ses placements pour éliminer impitoyablement ces minuscules frais de 1% qui dévorent les futurs millions en silence. Simple et super efficace. Et voilà, on arrive à la fin de notre décryptage. Il faut garder à l'esprit une vérité hyper rassurante. La grande machine des intérêts composés tourne déjà pour nous. Ça ne réclame aucune magie, ni aucun talent incroyable, mais juste des maths de base, de la discipline et de la patience. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est: va-t-on abandonner notre avenir financier au hasard et à la peur des turbulences, ou va-t-on saisir la barre fermement pour corriger ce fameux cap mathématique dès aujourd'hui ?